Si vous avez déjà fait de l'analyse vectorielle, c'est-à-dire cette branche des maths où on calcule des gradients, divergences, rotationnels et Laplacien principalement, vous avez aussi sûrement rencontré des égalités comme celle-là ou celle-là, qui sont pas du tout intuitives et qu'il faut apprendre par cœur. Des comme ça, il y en a des dizaines. Alors si comme moi vous avez été très frustré par ces relations, regardez la suite, je vous montre la méthode ultime pour toutes les retrouver. Alors il s'agit d'une méthode graphique où toutes les expressions sont représentées par des diagrammes. Donc par exemple ça s'écrit comme ça, ou bien ça s'écrit comme ça. Ensuite on peut appliquer des règles graphiques dans les diagrammes qui retranscrivent visuellement les règles de calcul de l'analyse vectorielle. Par exemple cette égalité que j'ai montré plus tôt s'écrit comme ça. Alors cette méthode elle a été présentée dans ce papier qui est assez récent, 2020, et je pense qu'elle mériterait d'être plus connue pour son potentiel didactique, donc je vous montre un peu comment ça marche. Alors on va commencer avec quelques notations de base qu'on va introduire avec le produit scalaire. Donc disons qu'on va faire le produit scalaire entre deux vecteurs a et b. Ça on peut l'écrire comme la somme des produits des composantes, donc la somme des a, bi, et voilà. Maintenant ce qu'on peut faire c'est ajouter une petite touche artistique, on va omettre la somme et on va déplacer l'indice du b vers le haut. Et là, on se retrouve avec une notation qui rappelle un peu la chimie, c'est-à-dire deux atomes, A et B, qui seraient en liaison covalente avec deux électrons de valence, qui sont représentés par les indices I. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inspirer de cette image, et on va écrire ça comme deux boîtes A et B qui sont reliées par une ligne. Voilà, donc un peu comme en chimie, où on a des atomes avec des lignes qui représentent les liaisons covalentes. Voilà, donc ça c'est notre notation pour le produit scalaire, on va le garder de côté. Et rien que de ça, déjà, on peut déduire plusieurs choses. Par exemple, un vecteur seul, qu'est-ce que ça va être ? En fait, ça va être la moitié du diagramme, donc ça va être simplement une boîte avec une patte. Donc ces lignes-là, moi je vais appeler ça des pattes. Ensuite, pour un scalaire, c'est-à-dire un nombre, on va écrire ça comme une boîte sans pattes. D'ailleurs, le produit scalaire lui-même, c'est un scalaire. Et il n'a pas de pattes qui dépassent, donc c'est cohérent. Là, vous pouvez deviner que le nombre de pattes en fait correspond à la dimension de l'objet. Donc de là, on peut extrapoler et dire qu'une matrice, ce sera une boîte avec deux pattes, et plus généralement, un tenseur, ce sera une boîte avec trois pattes ou plus. Ensuite, sachez que écrire ça, c'est la même chose qu'écrire ça, ou même ça. On peut déplacer les boîtes n'importe comment dans le plan, on peut se faire croiser les pattes, ça exprime la même chose. On va appeler ça la règle de la danse. Ensuite, on veut une règle pour la somme et le produit de deux objets. Pour additionner, c'est facile, pour la somme de deux scalaires S et S', on va écrire ça comme la boîte S plus la boîte S'. Pour le produit par contre de S et S', on va écrire ça comme les deux boîtes S et S' l'une à côté de l'autre, sans symbole particulier entre les deux. On va appeler ça la règle du produit. Cette règle elle est un peu chelou, mais en fait c'est juste une commodité qui rend les choses plus simples. Et pour donner un exemple plus général, une combinaison linéaire de vecteurs comme celle-là s'écrira comme ça. Voilà, donc on a vu un peu la base, maintenant on va essayer de couvrir des opérations plus complexes comme le produit vectoriel. Alors pour le produit vectoriel entre A et B, il nous faut utiliser les deux boîtes A et B avec leurs pattes respectives, et il nous faut aussi une patte libre, parce que le résultat du produit vectoriel c'est un vecteur. Alors pour ça on va aller au plus simple, on va connecter les deux pattes et y attacher une troisième. Et voilà notre notation pour le produit vectoriel. Alors ici attention, il y a une convention d'orientation à respecter. Quand on regarde les pattes dans le sens trigo, il faut que la première patte soit celle du premier vecteur, la deuxième celle du deuxième vecteur, et la troisième correspond au résultat. Alors ici il faut noter un truc important, qui est que si j'avais voulu calculer non pas A vectoriel B mais B vectoriel A, je l'aurais écrit comme ça, donc simplement inverser les deux boîtes. Seulement puisque A vectoriel B c'est égal à moins B vectoriel A, eh bien on en déduit que inverser les deux pattes fait apparaître un signe moins. Voilà, donc ça nous fait une nouvelle règle qu'on va appeler la règle du clac, parce qu'on va imaginer que la jointure a une espèce de rigidité, et qu'en inversant les deux pattes, ça fait une espèce de clac. Alors maintenant, voyons le produit mixte. Le produit mixte, c'est quand on a A vectoriel B et le tout scalaire C. Alors en notation graphique, on commence par écrire A vectoriel B qu'on vient de faire, et pour le scalaire C, on y connecte simplement la boîte C. Et ça nous fait cette jolie structure en triangle. Et alors le produit mixte, il a une propriété un peu chelou qui est que si on change l'ordre des vecteurs, comme indiqué par les flèches rouges ici, ça ne change pas le résultat. On appelle ça une invariance par permutation circulaire. Donc ça c'est quelque chose de non trivial qu'il faut connaître par cœur. Mais voyons ce que ça donne dans les notations graphiques. Alors déjà je vais réécrire le produit mixte après avoir changé l'ordre des vecteurs comme indiqué par les flèches rouges. Et si je représente cette nouvelle expression sous forme graphique, ça nous donne ça. Très bien, on verra après ce qu'on fait avec ça. Et il faut savoir que la permutation cyclique, on peut encore l'appliquer une fois.
Donc si je réapplique la permutation cyclique, je trouve une nouvelle forme du produit mixte, donc il y en a 3 en tout, et si je la représente graphiquement, je trouve ça. Seulement si on regarde en détail, en fait on se rend compte que ces 3 diagrammes, c'est le même diagramme, il a juste été tourné à chaque fois d'un tiers de tour. Donc c'est comme si on avait juste appliqué la règle de la danse en fait. Donc là c'est magnifique parce qu'on a une propriété non triviale des vecteurs qui est rendue triviale par notre façon d'écrire les choses. Donc ça c'est un bel exemple de la puissance de ce système. Maintenant on continue sur les opérations qui impliquent 3 vecteurs avec le double produit vectoriel. Donc ça c'est quand on a A vectoriel B et le tout vectoriel C. Graphiquement on commence par A vectoriel B et on y attache vectoriel C. Avec la bonne orientation ça donne ça. Alors ça c'est pas spécialement intéressant, mais si je vous le montre c'est parce qu'il y a ce motif qui apparaît et ça permet d'introduire une règle qui est que quand ce motif apparaît, on peut le remplacer par ces deux motifs. On va appeler ça la règle X. Alors en pratique, comment est-ce qu'on applique ça? Ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit le diagramme 2 fois et on raccorde les boîtes comme indiqué par la règle X. Donc pour le premier, on a ça et pour le deuxième, on a ça, avec un signe moins entre les deux. Et cette règle X, en fait, c'est un peu le cœur de toute cette méthode. C'est elle, en général, qui permet de simplifier les expressions. Donc dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on a obtenu? On peut réécrire ça en notation classique. Dans le premier terme, on reconnaît A scalaire C et le tout fois B. Dans le deuxième, on a B scalaire C, le tout fois A. Alors ça, c'était juste pour introduire la règle X. Mais vous voyez qu'on a aussi démontré une de ces relations contre-intuitives que je vous ai montré au début. Alors maintenant, on va commencer le vrai business avec l'opérateur nabla. Alors comment on va écrire ça? On va le représenter comme une bulle et avec une patte, parce que nabla c'est un vecteur, donc il lui faut une patte. Et on va mettre ce à quoi s'applique le nabla dans la bulle. Donc par exemple, le gradient d'un scalaire S va s'écrire comme ça. Ensuite, cette bulle, elle doit se distribuer comme une dérivée. C'est ce qu'on appelle la règle de Leibniz. Donc si on a deux objets dans la bulle, elle doit s'appliquer d'abord à l'un, puis à l'autre. Par exemple, en notation classique, le gradient du produit de deux scalaires s'écrit comme ça. Donc le nabla se distribue comme une dérivée. Et le diagramme correspondant sera celui-là. Alors avec ce nabla, on va pouvoir construire les trois opérateurs principaux. D'abord le gradient, donc ça on vient de le voir. Le gradient d'un scalaire S, ça va simplement être le scalaire S dans une bulle. Ensuite la divergence. Alors la divergence d'un vecteur, c'est nabla scalaire le vecteur. Donc ça on va l'écrire comme le vecteur dans la bulle et la patte du vecteur connecté à la bulle. Et finalement le rotationnel. Donc le rotationnel d'un vecteur, c'est nabla vectoriel le vecteur. Donc ça, on va l'écrire comme le vecteur dans la bulle, et ensuite on fait le produit vectoriel avec la bulle. Là encore une fois, il y a une convention d'orientation. Il faut que dans le sens trigo, la première patte soit celle de la bulle, la deuxième patte soit celle du vecteur, et la troisième patte, c'est le résultat. Alors voyons maintenant un exemple qui est l'identité suivante. La divergence de A vectoriel B égale B scalaire rotationnel de A moins A scalaire rotationnel de B. Alors si vous êtes dans le désert, sans accès Internet, la manière de résoudre ça, c'est d'écrire le premier terme sous forme graphique, qui donne ça, donc A vectoriel B dans une bulle et connecté à la bulle. Et là, la règle la plus simple à appliquer, c'est celle de Leibniz. Donc on va d'abord appliquer la bulle à A, puis ensuite à B. Ce qui nous donne ça. Alors dans le premier terme, si on regarde dans le sens trigo, on se rend compte qu'on a d'abord la patte de la bulle, ensuite la patte de A. Donc ça correspond à rotationnel de A. Et c'est connecté à B, donc scalaire B. Et donc déjà, on a retrouvé le premier terme. Par contre, si on fait pareil dans le deuxième diagramme, on se rend compte qu'on n'a pas les pattes dans le bon ordre. On a d'abord la patte de B et ensuite la patte de la bulle. Mais il n'y a pas de problème, on va simplement appliquer la règle du clac. Donc on va inverser ces deux pattes. Ça va faire apparaître un signe moins et on va avoir le bon ordre pour faire apparaître le rotationnel de B. Alors en faisant ça, on obtient ce diagramme qui a bien d'abord la patte de la bulle puis la patte de B. Donc on reconnaît rotationnel de B et c'est connecté à A, donc scalaire A. Et voilà, on a retrouvé les deux termes de l'égalité. Maintenant, on va voir des égalités du second ordre, c'est-à-dire des égalités qui impliquent deux nablas ou deux bulles. Alors, il y a un motif important à noter ici, qui est une bulle dans une autre, et il faut noter que ce diagramme est égal à celui-là. Et là, j'ai pas simplement décalé les deux pattes, en fait, j'ai fait passer la bulle extérieure à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur. Donc, j'ai interverti les deux bulles. Et ça, on peut le voir comme la version graphique du théorème de Schwartz, c'est-à-dire que les dérivées sont interchangeables. Donc, dérivé par rapport à x puis par rapport à y, c'est pareil que dérivé d'abord par rapport à y, puis par rapport à x. Et si on combine ça avec la règle du clac, on trouve un résultat important qui est le suivant. Alors on reprend le motif de la double bulle et on fait un produit vectoriel entre les deux. Ensuite on applique l'inversion des deux bulles que j'ai faite en haut, on obtient ça. Et ensuite on inverse les deux pattes en utilisant la règle du clac. Et là on voit qu'on obtient moins fois ce qu'on avait au début. Et quand un truc égale moins fois lui-même, ça veut dire que le truc égale 0.
Donc voilà, on en déduit que dès qu'on aura ce motif dans un diagramme, tout le diagramme sera 0. Et de ça, on va déduire deux résultats importants que vous connaissez sûrement déjà. Si on reprend le motif tel quel et qu'on met un scalaire dedans, ça, en notation classique, c'est le rotationnel du gradient, et ça, c'est toujours 0. Sauf si on a un champ avec des singularités, mais ça, c'est un secret entre vous et moi. Le deuxième cas, c'est si on prend ce motif et qu'on y insère un vecteur et qu'on connecte la patte du vecteur à la patte restante. Alors ça, c'est plus dur à voir, il faut appliquer la règle de la danse, mais en notation classique, ça correspond à la divergence du rotationnel, qui est aussi toujours 0. Donc voilà deux résultats centraux qu'on a retrouvés grâce à ce motif. Alors voyons un dernier exemple avec cette relation qui dit que le rotationnel du rotationnel, c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien vectoriel. Donc comme tout à l'heure, si vous êtes en soirée mondaine sans manuel d'analyse vectorielle, une manière de retrouver ça, c'est de commencer par exprimer le terme de gauche sous forme graphique. Donc le rotationnel de A s'écrit comme ça, et on reprend le rotationnel, donc on obtient ça. Alors comment on simplifie ça? Ici, on peut reconnaître le motif de la règle X. Alors il est un peu tordu, donc je vais mettre des couleurs. Et on obtient ça. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Le premier diagramme, on se rend compte qu'on peut faire sortir la bulle du milieu. Donc on obtient le gradient de ce qu'il y a dedans, et ce qu'il y a dedans, c'est la divergence de A. Donc on obtient le gradient de la divergence. On a retrouvé le premier terme. Ensuite, le deuxième terme, il est intéressant parce qu'on retrouve le vecteur A à l'intérieur de deux bulles qui sont connectées l'une à l'autre. Et en fait, ces deux bulles connectées l'une à l'autre, c'est comme nabla scalaire nabla, et ça correspond au Laplacien. C'est-à-dire en cartésien la somme des dérivées secondes. Et donc voilà, on a retrouvé les deux termes. Donc voilà, je vous ai montré l'essentiel. Pour finir, je voudrais vous montrer le lien qui existe entre cette méthode graphique et ce qu'on appelle la notation indicielle. Alors la notation indicielle, ça marche comme ça. Disons que je vais faire le produit scalaire entre deux vecteurs a et b, donc ça je l'écris comme ça, la somme des a et bi. Mais là je peux appliquer un petit twist qui est d'utiliser un autre indice pour le vecteur b, donc je vais utiliser bj. Donc là je vais devoir faire la somme sur i et j. Mais pour que ça marche toujours, il faut que j'introduise cette quantité delta ij qui fait la connexion entre les deux indices. Ce delta, c'est ce qu'on appelle le symbole de Kronecker. Il vaut 1 si i égale j et 0 si non. Et avec cette définition, on se rend compte qu'on retombe de manière un peu triviale sur le produit scalaire. Mais du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va associer la ligne qu'il y a entre la boîte A et B au symbole de Kronecker. Donc voilà, on va écrire ligne égale Kronecker. Et on va faire la même chose avec le produit vectoriel. Alors le produit vectoriel, de manière analogue, on peut l'écrire comme ça. Donc c'est la somme des a, i, b, j avec maintenant une nouvelle quantité qui est epsilon ijk. Ce epsilon, on l'appelle le symbole de Levi-Civita. Alors lui, il peut valoir moins 1, 0 ou 1, selon les valeurs de ijk. Je ne donne pas la règle exacte ici parce que c'est plus compliqué, mais ça prend ces valeurs juste comme il faut pour reproduire le produit vectoriel. Donc maintenant, même histoire, on va pouvoir associer le nœud du produit vectoriel au symbole de Levi-Civita. Donc on écrit nœud égale Levi-Civita. Alors de manière générale, la notation indicielle, c'est réexprimer tous les calculs en termes de delta et epsilon. Et cette connexion qu'on vient d'établir, en fait, c'est un peu la raison profonde pour laquelle ça marche, ce système graphique. La règle X elle-même, par exemple, ça représente la contraction de 2 Levi-Civita qui se décompose en Kronecker. Et une fois qu'on a réalisé ça, en fait, on peut s'amuser à faire des diagrammes qui ne contiennent que des pattes et pas de boîtes. Par exemple, prenons une ligne simple et on lui ajoute un petit twist, on lui ajoute une boucle. Alors, qu'est-ce que ça donne? On peut lui appliquer la règle X entre les pattes indiquées par les couleurs. Ça nous donne ces deux termes. Le premier, par la règle de la danse, c'est juste une ligne simple. Et dans le deuxième, on trouve cette magnifique petite bulle qui, en fait, correspond à la contraction de deux Kronecker ensemble. Et ça, en 3D, c'est égal à 3. Donc, ce qu'on a au final, c'est une ligne moins 3 fois une ligne, c'est-à-dire juste moins 2 fois une ligne. Autre exemple, on va reprendre cette bulle que j'aime beaucoup et on va lui mettre une ligne au milieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Même histoire, on va appliquer la règle X entre les pattes indiquées par les couleurs. On obtient ces deux termes. Le premier, par la règle de la danse, c'est juste une bulle, c'est-à-dire 3, et pas l'infini, attention. Et le deuxième, c'est le produit de deux bulles. Donc au final, on a 3 moins 3 fois 3, c'est-à-dire moins 6. Autre exemple, on va prendre une ligne et on va lui attacher une boucle au bout. Là, on y applique la règle du clac, qui donne moins fois lui-même. Donc on se retrouve dans cette situation où le truc égale moins fois le truc, c'est-à-dire le truc égale 0. Dernier exemple, on prend le nœud du produit vectoriel et on y place un triangle au milieu. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Pas de surprise, on applique la règle X entre ces pattes. On trouve ces deux termes. Le premier, on le remet d'aplomb avec la règle du clac. Le deuxième égale 0, à cause de ce motif, on vient de le voir. Donc finalement, c'est juste moins le nœud du produit vectoriel. Alors ces calculs Patonli, ça paraît inutile, mais en fait, c'est utile dans certains contextes. Et puis c'est surtout hyper fun. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir le papier et le papier annexe. Merci.